Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. L'érosion marine à Popenguine Dayan au Sénégal est devenue une grave menace touchant à la fois l'environnement et les communautés locales qui dépendent de cette côte pour vivre. Ce phénomène accentué par le changement climatique et les activités humaines fragilise le littoral et met en danger les populations riveraines. Pour y remédier, plusieurs initiatives ont été lancées, vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour en savoir davantage sur l'érosion marine et son impact sur le littoral, nous sommes avec monsieur Boubacar Fall. Vous êtes géologue spécialisé sur les questions d'érosion côtière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, c'est tout un honneur pour moi d'être là pour discuter de cette question. Et monsieur Fall, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction Popenguine Dayan au Sénégal avec Eva Sagna et Bachir Bodian. Ces maisons, qui donnent directement sur la plage, menacent de ruines. Elles risquent de disparaître à cause de l'érosion côtière. À Popenguine Dayan, l'érosion a atteint une cote critique. Des maisons sur la plage impactées, comme ici, chez Abi. Si je ne prends pas garde, je risque de perdre ma maison parce que la façon dont les choses avancent est impressionnante. Je n'ai jamais vu un tel phénomène de ma vie. La mer grignote petit à petit, les vagues deviennent violentes, surtout quand il y a une marée haute. Elle traverse les vitres de ma maison. Les propriétaires des maisons ont tout quitté et ont vendu leurs maisons à cause de l'érosion marine. Car la plupart des riverains, comme vous le savez, étaient des Occidentaux. Mais ils sont tous partis à cause de ce phénomène. Abi vit la menace de l'érosion marine au jour le jour, mais ne compte pas quitter sa demeure. Une maison communément appelée pied dans l'eau. Auparavant, il était possible de se promener à la plage sans se mouiller les pieds. Mais aujourd'hui, il est quasiment impossible. Avant, les pêcheurs accostaient non loin d'ici. Et je sais que je suis en danger. Je l'approuve. Nous vivons un risque. Mais que faire ? Que puis-je faire? Emporter ma maison ailleurs? Non. Je pense qu'il faut forcément trouver des solutions. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Donc, pour les habitants de Popenguine, l'érosion n'est pas qu'un problème environnemental, c'est également une question de survie économique et sociale. Vous savez, les TPM, d'abord, ce que nous voyons à Popenguine et une partie d'Andayan, bon, à Popenguine, c'est surtout des nouvelles constructions qui ont été touchées. En Dayan, c'est les anciennes constructions qui sont touchées, les anciennes concessions. Par exemple, à Tilène, si vous voyez là-bas, c'est une ancienne maison qui a été un peu ravagée. Par contre, du côté de Kerikaou et de Tilène, et de Sankeba, il y a le barrage qui a été mis par l'ancien président Ablaouad qui sauve un peu cette partie. Donc, c'est une chose qui est réelle. Bon, donc, c'est à nous de voir maintenant par rapport à quelle solution il faut apporter. Mais de toute façon, elle est réelle et on s'en gagne du terrain, quoi. Le secteur de la pêche est aussi impacté par ce phénomène. La montée du niveau de la mer due au réchauffement climatique augmente la fréquence de l'intensité des tempêtes ainsi que la rareté des ressources halieutiques. On rencontre beaucoup de problèmes, comme je l'ai tantôt dit, dans ce secteur-là. Bon, parce que nous, en tant que CLPA, on a comme objectif la gestion de la ressource. Quand on parle de gestion de la ressource, on fait, il y a l'écosystème marin, il y a l'avancée de la mer, il y a la salinité, il y a la salinité des eaux. Parce qu'on remarque que maintenant, par rapport aux années passées, il y a, la salinité augmente.
le volume d'eau augmente dû à l'érosion côtière. Peut-être il y a l'ensemblement des plages, l'ensemblement de la mer. C'est ça dû au changement climatique. Il y a aussi l'éloignement des zones de pêche. En plus, il y a la réduction des zones de pêche. Parce qu'aujourd'hui, avec l'effet du changement climatique, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Des campagnes de sensibilisation sont d'ailleurs menées à l'endroit des communautés locales. L'objectif est de les informer sur les causes et les conséquences de l'érosion côtière, ainsi que sur les pratiques durables pour minimiser l'impact environnemental. La menace est là, est réelle, comme vous le voyez. D'ailleurs, c'est tout au long de la petite côte. Il y a l'avancée de la mer. On voit des maisons entièrement rasées à cause de l'avancée de la mer. Il y a aussi des sites qui peuvent être des sites religieux, des sites touristiques. Mais tous ces sites-là, actuellement, on commence à sentir leur disparition à cause de l'avancée de la mer. Donc c'est un problème qui est là, qui est réel. Et voilà, de loin on peut sentir ça, de loin on peut aussi voir ça. Par crainte que des sites historiques, religieux et cultuels ne soient engloutis par les eaux, le coordonnateur du projet Agir Petite Côte alerte. C'est une ancienne mosquée. On a dit que ça a été installé par El Hadji Omar. Il a séjourné ici. Donc c'est une mosquée. C'est une mosquée qui est là. Et là où on effectue des retraites spirituelles, des ziyaras, etc. Et il y a un petit-fils de El Hadji Omar qui organise chaque année une ziyara annuelle. Voilà, donc c'est un lieu très très important pour la communauté. Par rapport à l'avancée de la mer, si vous voyez la distance qui sépare la mosquée et là, vous voyez que c'est une distance très réduite. Donc ce qui veut dire que la mer, elle avance. Donc, et ce lieu mérite d'être protégé. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici peu d'années. Est-ce que la mer ne va pas envahir ce site? Donc c'est une question qui mérite d'être posée. C'est un symbole pour l'islam, mais c'est aussi un symbole pour la communauté. Les cimetières qui sont à côté de ce mosquée aussi, vous voyez, ne sont pas loin de la mer. Donc ces cimetières aussi sont menacés de disparaître si rien n'est fait. Un barrage a été construit du temps du président sénégalais Abdoulaye Wade. C'est pour protéger la seconde résidence présidentielle communément appelée Petit Palais et située à la plage de Popenguine Dayan. C'est un problème qui est vraiment grand, qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements humains. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a cartographié au niveau des communes, on a eu à impliquer l'ensemble des acteurs qui se trouvent au niveau de la commune, que ce soit les acteurs de la municipalité, que ce soit du côté de la santé, les badianicos, les infirmiers et tout. Du côté aussi les artistes, il y a les journalistes, il y a aussi l'ensemble des acteurs qui se trouvent au niveau de la commune, qui s'activent dans le domaine de l'environnement. On les a tous impliqués pour qu'ensemble, qu'on puisse faire face à cette avancée-là. C'est la raison pour laquelle dans chaque commune, on a installé ce qu'on appelle des clubs LMT. Club LMT, ça veut dire LMT, c'est les micros de la transition. Popenguine est nichée entre Dakar et Mbour. Sa côte est caractérisée par des plages de sable fin et de falaises escarpées. On y découvre une réserve naturelle abritant une variété d'espèces animales et végétales, ainsi que plusieurs espèces de mammifères et de reptiles. Le barrage qu'avait mis l'ancien président, si on peut continuer les travaux là, ça va sauver beaucoup de choses. Maintenant, la commune, pour le moment, n'a pas ses moyens, mais avec l'événement du port, avec l'espérance que nous avons par rapport aux entrées que nous avons, il y aura des possibilités. Et là, le port, peut-être avec des concessionnaires, avec DP World, tout le monde pourra participer, parce que dès l'instant que le port va démarrer, il y aura d'autres conséquences qui vont accentuer par rapport. Ensuite, il y a un phénomène qui est minime, mais qui a des conséquences assez fortes. C'est le dragage des lagunes. Nous avons la chance d'avoir 3 lagunes presque.
la lagune de Kiopam, la lagune de Kerikau à l'entrée d'Andayan, et il y avait la lagune de Toabdjalam. Dans cette réserve, la flore est également diverse, avec des plantes adaptées aux conditions côtières. Par rapport à la faune, là actuellement, on s'est concentré sur la surveillance des tortues marines, parce que la tortue, elle fait partie de la liste rouge des espèces marines. Là, on fait tout le temps la surveillance de juillet jusqu'en novembre. On se concentre sur la surveillance et la sensibilisation des populations pour qu'ils puissent savoir c'est quoi l'intérêt de cette espèce. Face à cette menace croissante, plusieurs initiatives ont été mises en place, comme des projets de restauration côtière, des programmes de replantation de végétation côtière et de restauration des dunes ont également été lancés pour stabiliser le littoral et réduire l'impact de l'érosion. Aux gens qui habitent tout au long de la petite côte, voilà, de bâtir leur propre résilience face au changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on va aussi parler d'érosion côtière. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce projet a pris l'ensemble des communes qui se trouvent au niveau de la petite côte, de Bargny jusqu'à Kafountine, ce qui fait un total de 12 communes au total. Voilà, ce qui permet aussi l'intercommunalisation et permettre aux communes de réunir leurs forces, d'unir leurs forces pour pouvoir faire face à cette menace qui est là, qui est réelle et qui persiste toujours. L'érosion côtière à Popenguine est un problème complexe qui nécessite une approche multifacette. La collaboration entre les communautés locales, les autorités et les organisations internationales est essentielle pour atténuer les effets de ce phénomène et protéger à la fois l'environnement naturel et le mode de vie des habitants. Bien que des progrès aient été réalisés, il est crucial de continuer à investir dans des solutions durables et à renforcer les capacités locales pour faire face aux défis futurs. L'érosion côtière en Afrique de l'Ouest et au Sénégal trouve son origine à la fois dans des phénomènes naturels et des causes anthropiques. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Boubacar Fall, géologue spécialisé sur les questions d'érosion côtière. Après cette immersion à Popenguine Dayan où nous avons pu constater la situation actuelle, M. Fall, tout d'abord, comment les effets du changement climatique influencent-ils l'intensification de l'érosion marine sur la petite côte sénégalaise? Il faut dire que le changement climatique globalement se manifeste par une élévation de la température globale. Donc, il va avoir ce changement climatique une incidence indirecte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'impact direct du réchauffement global va se jouer sur la fonte des glaces et l'expansion thermique des molécules d'eau. En un terme, ça veut dire le réchauffement des eaux océaniques. Alors, la fonte des calottes glaciaires combinée au réchauffement des eaux océaniques va avoir un effet sur l'élévation du niveau de la mer et secondairement, cette élévation du niveau de la mer va accroître le phénomène d'érosion côtière. Et donc, quand on parle d'élévation du niveau de la mer, la conséquence va être horizontale. Donc, le changement climatique, en un mot, va jouer sur l'intensification du phénomène d'érosion côtière qui va attaquer plus les côtes de nature sableuse qui vont être beaucoup plus sensibles au phénomène d'érosion côtière. Plusieurs efforts ont été déployés dans le cadre de la restauration côtière à Popenguine Dayan. Quel regard portez-vous sur ces initiatives? Alors je vois bien que c'est une initiative plus ou moins localisée et qui protège un peu la résidence secondaire du chef de l'État, qui montre aussi que l'érosion côtière c'est un aléa, c'est-à-dire c'est un phénomène naturel qui devient un risque quand il croise des enjeux. Et donc la nécessité de protéger dépend un peu de la valeur, disons, du type d'occupation qu'on rencontre sur le littoral. Et là, je crois que, disons, symboliquement, la résidence secondaire du chef de l'État qui était menacée a suscité quand même la nécessité de prendre des mesures protectrices pour pouvoir un peu ralentir le recul du trait de côte, mais il faut noter qu'en fait, vous avez des ouvrages durs en termes de protection et des ouvrages souples. Les ouvrages durs
qui durcissent la ligne de rivage ou qui interfèrent avec les processus sociaux peuvent à la limite déplacer le problème. On va régler un cas, mais souvent le problème il est déplacé. À présent, quelle lecture faites-vous de la résilience de ces communautés locales du littoral impactées par cette érosion côtière? Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certes une bonne volonté de pouvoir un peu faire face à ce phénomène-là, mais il faut aussi se résoudre à l'évidence et comprendre que la lutte contre l'érosion côtière est un phénomène qui est très, très, très coûteux. Ce n'est pas à la portée de toute communauté. Ils ont certes parlé de mettre en commun un peu les ressources à travers l'intercommunalité pour pouvoir y arriver, mais je pense bien que ça ne serait pas suffisant parce que souvent un ouvrage, la protection ou la construction d'un ouvrage dur, le mètre linéaire actuellement vous revient à plus de 2 millions. Alors ce n'est pas donné à n'importe quelle commune au niveau du Sénégal pour pouvoir faire un ouvrage d'envergure. Souvent c'est l'État, disons, qui décide un peu de l'intervention à mener au niveau du littoral sénégalais. Et en parlant de moyens coûteux, selon vous, quels sont les défis majeurs qui sont rencontrés dans la mise en œuvre des projets de restauration côtière? Alors, l'un des défis majeurs, c'est d'abord l'obtention de données de qualité. Parce que souvent, les réponses essaient de résoudre les effets constatés. Or, quand on fait face à un problème, il faut d'abord en connaître les causes. Donc, il faut des données qui vous permettent de prouver ou de mettre en évidence les causes qui sous-tendent cette érosion-là, de pouvoir dimensionner les ouvrages pour pouvoir répondre à ce phénomène d'érosion côtière. Le défi de la disposition des données, mais aussi l'autre défi va être lié à la disposition des ressources financières qui nous permettent de faire des ouvrages d'envergure. Et le troisième défi, c'est également la disposition des ressources pour le suivi. Je rappelle, en réalité, il a parlé un peu de houles qui deviennent de plus en plus importantes et intenses. Et le problème, c'est que quand on met en place un ouvrage aujourd'hui, c'est pour prendre en charge la réalité ou la connaissance actuelle que l'on a de l'aléa. Et cet aléa est appelé à évoluer demain. Donc quand on ne suit pas, l'ouvrage d'aujourd'hui peut être caduc dans un court ou moyen terme. Donc il va falloir trouver des ressources et des données, mettre en place, mais aussi suivre pour pouvoir rectifier à temps. Alors il faut en connaître la source et anticiper sur le futur. Maintenant, quelle est l'efficacité des programmes de replantation de végétation côtière dans la stabilisation des dunes? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette plantation un peu au niveau des dunes, c'est une solution douce qui peut ne pas être applicable un peu partout. Donc il faut des endroits adaptés avec une plage assez large où il y a une présence de dunes, et ces plantations vont permettre de densifier un peu, de renforcer le cordon dunaire. Et si la plage est plus ou moins courte, cette plantation n'aura pas beaucoup de sens parce qu'elle risque d'être balayée par un seul coup de tempête. Et donc il faut quand même une certaine extension de la plage pour pouvoir mettre un peu ces solutions douces qui peuvent être efficaces dans certains endroits, mais qui peuvent ne pas l'être en certains endroits. Donc maintenant, tout va dépendre de l'appréciation ou du contexte, disons, de la frange littorale que l'on veut protéger. Pour minimiser l'impact de l'érosion sur le littoral, quelles autres pratiques durables sont recommandées? Alors, une des pratiques, à mon avis, c'est l'évitement. Il faut carrément éviter, comme je l'ai dit, ne pas construire, comme je l'ai vu tout à l'heure dans le reportage, trop près de la mer, pied dans l'eau. Alors, parce que là, on s'expose, comme je l'ai dit, l'érosion côtière, c'est un phénomène naturel. Qu'il y ait changement climatique ou non, c'est un phénomène qui va exister. Bien sûr que le réchauffement va l'accentuer. Mais en sachant tout de suite que c'est un phénomène qui est naturel, que la mer va toujours avancer en fonction de la nature, bien sûr, la vitesse va changer, mais il y aura toujours ce recul-là. Donc, prendre des dispositions nécessaires pour ne pas construire trop près de la mer. Mais la réglementation également peut être une mesure, parce que quand on évite quand même, on demande aux citoyens
de ne pas construire au-delà d'une certaine bande de sécurité, cela permet un peu de laisser de la marche un peu à la mer pour pouvoir, ou au stock sédimentaire, de pouvoir se reconstituer de manière naturelle. Intéressons-nous à d'autres conséquences de ce phénomène. Comment les pratiques de pêche et d'agriculture locale sont-elles aussi affectées par cette érosion? Alors pour l'agriculture, vous avez un peu, disons, l'avancée du biseau salé. Donc il y a la langue salée avec le phénomène d'érosion qui avance sur le continent et donc qui contamine un peu les terres, mais aussi les eaux. Donc vous avez deux niveaux de contamination, la contamination des terres qui deviennent impropres à l'agriculture, mais aussi la nappe d'eau souterraine est également contaminée par cette langue. Et souvent, la pression sur la ressource d'eau douce, plus vous en puisez sur la bande côtière et plus la langue salée avance. Et donc, si on combine ces pratiques avec un déficit hydrique, vous accentuez un peu, la salinisation des terres et des eaux qui vont avoir une incidence certaine sur l'agriculture. Maintenant, par rapport à la pêche, je n'ose pas parler d'extinction d'espèces, mais je veux plutôt être prudent et parler de migration d'espèces, parce que là, on a des espèces qui sont endémiques des eaux froides et le réchauffement climatique va un peu avoir une incidence sur les eaux océaniques. Et une fois que les eaux se réchauffent, ces poissons-là ne retrouvent plus un environnement de vie, un cadre de vie idéal, donc ces poissons migrent pour trouver des conditions meilleures, et ce qui fait qu'il a dit dans le reportage, la distance de pêche non seulement se rétrécit, mais s'éloigne de plus en plus. C'est lié juste au fait que les poissons vont rechercher un endroit beaucoup plus clément pour leur survie. Monsieur Fall, selon vous, qu'en est-il des perspectives à long terme pour le littoral de Popenguine Dayan? Alors, je vais parler plutôt globalement pour le littoral sénégalais, en particulier celui de Popenguine Dayan. C'est d'abord ce qui est fait, le mal est là. Les constructions sont déjà très proches du rivage et la mer avance à grande vitesse. Donc il va falloir prendre des mesures. Et les mesures, souvent, c'est de deux ordres. Soit on protège ou on déplace. Et souvent, vous avez entendu, souvent, il y a un certain lien affectif au niveau de ces populations-là qui est très fort. Il y a des lieux de culte ou des lieux culturels ou cultuels qui sont là, qui font qu'il y a une certaine relation affective entre les populations, les communautés et leur environnement. Et les faire déplacer est souvent très difficile, même si la menace est réelle. Ouais, la menace est bien perceptible, mais ce côté affectif prend souvent le dessus. Et pour les déplacer, c'est souvent difficile. C'est ce qui amène souvent l'État ou les décideurs à prendre des mesures de protection qui forcément vont être coûteuses, mais qui ne vont pas donner une garantie de résoudre ce problème-là, parce que souvent il est déplacé. Aujourd'hui, comment mieux sensibiliser les populations sur les dangers de cette érosion? Alors, il y a déjà, le vécu. C'est déjà de leur faire constater ce qui se passe sur le terrain, parce que le reportage là, on n'a plus besoin d'arguments scientifiques pour leur prouver que la menace est réelle. Et à partir de ce moment-là, comme je l'ai dit, les constructions qui sont déjà sur le littoral sont déjà là, mais pour une prochaine occupation du littoral, prendre des mesures qui puissent permettre un peu à l'État de réglementer cette occupation du littoral et de pouvoir laisser une certaine bande de sécurité pour qu'on puisse s'éloigner un tout petit peu, en sachant que même si on s'éloigne, la menace va être là, mais peut-être moins prégnante que si on est plus proche du littoral. Merci M. Fall d'avoir apporté un éclairage concret sur la problématique de l'érosion côtière au Sénégal. Merci Alexis, c'est moi qui vous remercie et c'est tout un plaisir pour moi d'être à vos côtés sur ce plateau pour échanger sur cette question. Merci M. Fall et à la prochaine. Et quant à nous également, on se dit à très bientôt sur Média TV Afrique.